Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui dans son cabinet au palais présidentiel le président du comité international olympique Thomas Bach. Et au Proche-Orient, Mahmoud Abbas se dit prêt à rencontrer Benyamin Netanyahou. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. À la une de l'information, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a quitté aujourd'hui, mercredi, le pays à destination de Kigali, la capitale rwandaise, où il prend part à un sommet de 2 jours, du 11 au 12 mai, sur les technologies de l'information et de la communication, intitulé Transform Africa. Ce sommet vise à mettre le projecteur sur le concours précieux que le développement et la démocratisation des TIC peuvent apporter au développement du continent noir. Il sonne également le glas de la nécessité pour l'Afrique d'entamer une nouvelle phase de son décollage économique après celui largement réussi d'acquérir les infrastructures indispensables à son essor. Djibouti fait partie d'un cercle restreint de nations africaines conviées à prendre part à ce sommet. Et avec ce sommet, notre pays trouve indéniablement matière à aiguiser son inspiration relative aux voies et moyens d'étendre l'usage des TIC au plus grand nombre de nos compatriotes. La maîtrise des TIC intègre les atouts et préalables dont notre pays doit disposer en amont afin d'accéder à un environnement attractif et hautement favorable à l'afflux des investissements étrangers que requiert en partie le développement djiboutien. Une importante délégation comprenant notamment le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement au Rwanda. À noter également la présence de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et au Rwanda, Mohamed Idriss Farah, au sein de la délégation conduite par le président Guelleh. Également concernant ce déplacement du chef de l'État à Kigali, une ville propre et construite sur plusieurs collines, se prépare donc à abriter une importante conférence sur l'éthique, bien également à accueillir une dizaine de chefs d'État africains conviés à prendre part à un sommet sur la technologie de l'information et de la communication, l'éthique. Le président Guelleh fait partie des leaders africains qui sont conviés à ce sommet. Ce sommet porte sur le précieux concours que la maîtrise d'éthique peut apporter au développement économique de l'Afrique. Il sonne donc le glas de la nécessité pour l'Afrique d'entamer une nouvelle phase de son décollage économique après qu'elle ait largement réussi le principe d'acquérir les infrastructures indispensables. Sommet sous très haute sécurité, Kigali semble avoir été pris toutes les dispositions utiles au confort et à la protection des délégations étrangères participant à cette conférence. Les vigiles et les gardes ont été renforcés devant les principales infrastructures hôtelières de la capitale rwandaise. Les rues et les artères principales de Kigali ont fait l'objet d'un grand embellissement. Et le président de la République de Djibouti est attendu donc aujourd'hui en milieu d'après-midi à Kigali pour prendre part à ce sommet. Et le président de la République, donc, comme je le disais il y a quelques instants, est attendu à Kigali où, à l'invitation de son homologue rwandais Paul Kagame, prendra part aux travaux du sommet qui aura lieu le 11 mai sur les technologies de l'information et de la communication. L'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et au Rwanda, Mohamed Idriss Farah, qui se trouve parmi la délégation avancée à Kigali, a donné aujourd'hui une interview à la presse nationale couvrant le déplacement du président Guelleh au Rwanda. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie a surtout procédé à la présentation générale de ce sommet de Kigali. Il s'agit donc, a-t-il indiqué, d'une conférence visant à davantage sensibiliser les nations africaines sur le concours précieux que les technologies de l'information et de la communication peuvent apporter au développement de notre continent, a déclaré en substance le diplomate djiboutien. Il s'agit également, a-t-il poursuivi, d'une conférence qui a vocation à inciter l'Afrique à entamer une nouvelle phase de ses efforts au développement après celle largement réussie d'acquisition d'infrastructures indispensables
favorables au décollage économique, a poursuivi le diplomate djiboutien. Notre ambassadeur en Éthiopie est auprès de l'Union africaine et qui s'est par ailleurs réjoui de l'appartenance de Djibouti au cercle restreint de nations africaines conviées à prendre part au sommet de travaux de ce sommet du Rwanda, a mis en exergue les multiples avantages liés à ce forum pour notre pays. Djibouti trouve avec ce sommet le moyen d'aiguiser son inspiration relative à l'instauration d'une société régie définitivement par l'usage permanent et général des télécommunications, de l'information et de la communication, a-t-il affirmé. Également dans l'actualité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel en visite de courtoisie le président du comité international olympique, Thomas Bach. Il a été introduit auprès du chef de l'État par la présidente du comité national olympique, Aïcha Ali Garad, et par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Les discussions entre le président Guelleh et son invité de marque ont porté essentiellement sur les voies et moyens du développement des sports nationaux. Rappelant que le responsable international a pris part à la 17e session de l'Assemblée générale des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'ACNOA, qui a été lancée mardi au Djibouti Palace Kempinski sous les auspices du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a pris part à cette audience. Et dans une brève interview accordée à notre chaîne nationale, à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, le président du comité international olympique, Thomas Bach, nous a expliqué les sujets les plus importants abordés avec le président au cours de cette réunion. On l'écoute. C'était d'abord de remercier son Excellence le Président pour la grande hospitalité djiboutienne de recevoir l'Assemblée générale d'ACNOA, mais aussi de discuter le développement du sport dans le monde, mais en particulier à Djibouti, et de discuter comment le sport peut contribuer au développement de la société djiboutienne. Et là, on a trouvé quelques routes pour que le gouvernement aide au sport, et le sport, et en particulier le Comité national olympique sous la présidence de Madame Garad Ali peut supporter la société et le gouvernement. Nous avons évoqué le sujet de l'éducation et comment le sport peut contribuer à l'éducation des jeunes, à l'éducation physique, mais aussi en ce qui concerne l'éducation concernant les valeurs sportives et les valeurs humaines. Nous avons aussi discuté le développement du sport de haut niveau au Djibouti, afin que le Djibouti puisse gagner des médailles aux Jeux olympiques. Et nous avons aussi discuté la contribution du sport en ce qui concerne la crise des réfugiés. Ça m'a donné l'opportunité de remercier et de féliciter son Excellence le Président pour la grande contribution que Djibouti fait en ce qui concerne les réfugiés qui sont ici à Djibouti.
Également dans l'actualité, après 3 jours de visite officielle à Djibouti, le président du Zanzibar et sa délégation ont quitté le sol djiboutien. Le président du Zanzibar et la délégation ont effectué durant cette visite du président des rencontres avec les plus hautes personnalités et autorités du pays, dont le président de la République. Avant de quitter Djibouti à destination de son pays, le président du Zanzibar, Ali Mohamed Shein, accompagné d'une large délégation composée notamment du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce, de l'Industrie, la ministre des Infrastructures, des Transports et de la Communication et des officiels ont visité le lac Assal et le port du Goubet. Par le préfet de la région Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et le président Ali Mohamed Shein a reçu durant cette visite du port du Goubet les explications nécessaires quant au fonctionnement des différentes installations par les responsables sur place. Et après une visite de 72 heures, le président du Zanzibar, Ali Mohamed Shein, et sa délégation ont été salués à leur départ sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par les hautes autorités civiles et militaires djiboutiennes. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu en audience hier après-midi le ministre ivoirien des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia. Le chef de la diplomatie djiboutienne et son invité de marque ont abordé les voies et les moyens propices au renforcement de la coopération bilatérale djibouto-ivoirienne. Au cours de l'entretien, il a été question de l'importance de la position stratégique de Djibouti en tant que hub économique et commercial. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a ainsi soulevé les opportunités que Djibouti pourrait représenter pour les investisseurs ivoiriens en garantissant leur investissement et leur offrant un espace économique favorable au développement des affaires. Par ailleurs, il a été question aussi du conflit interne du Sud-Soudan, du différend frontalier qui oppose Djibouti à l'Érythrée, de la situation politique en Somalie et enfin le terrorisme qui sévit au large de la côte somalienne. Le ministre François Albert a remercié le chef de la diplomatie djiboutienne pour son accueil chaleureux. Et ce matin, le ministre ivoirien a été également reçu en audience par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été au centre des discussions entre les deux parties. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a organisé à l'INAP hier après-midi une cérémonie de départ en l'honneur de la première cohorte de 16 chauffeurs recrutés par l'État du Qatar. Ces recrutements, qui concernent un total de 100 chauffeurs, ont été acquis dans le cadre d'une convention de partenariat sur le déplacement de la main-d'œuvre djiboutienne conclue avec le Qatar. Le ministre a exhorté ce premier groupe précurseur des relations du travail avec le Qatar à adopter un comportement exemplaire dans le pays d'accueil afin que notre position et les opportunités qu'offre le marché du Qatar soient propices pour ces jeunes travailleurs djiboutiens. Il a réitéré sa profonde reconnaissance à l'État du Qatar pour ce geste d'ouverture et le soutien accordé à l'endroit de notre jeunesse. Les premiers 120 ont été sélectionnés. Les premiers groupes ont reçu aujourd'hui les titres de transport et le visa pour accéder pour commencer leur travail à Qatar. Les autres suivront. Voilà donc la cérémonie, le résultat de la cérémonie que nous présidons, que vous êtes présente, que vous présidez aujourd'hui ici à l'INAP. Et le ministre du Travail, Hassan Idriss, a dans un mot prononcé à cette occasion souhaité bonne route au premier groupe de travailleurs qui se rendront au Qatar, dont le premier contingent s'est envolé hier soir. On écoute le ministre. Je souhaite la bienvenue aux chauffeurs qui vont bientôt partir à Qatar en qualité de chauffeurs. Donc je souhaite que vous serez les ambassadeurs, les porte-drapeaux de la République de Djibouti pour que d'autres opportunités de travail puissent se réaliser, pour que d'autres chauffeurs puissent être embauchés à Qatar après vous. Donc l'image que vous donnez du pays
la qualité du travail que vous allez offrir donc permettra à d'autres Djiboutiens de se rendre à Qatar et d'embrasser d'autres fonctions. Donc soyez à la hauteur de la tâche qui vous sera confiée. Donc ayez à l'esprit que vous représentez dignement votre pays, représentez dignement votre pays, et nous, l'État, sera toujours à vos côtés pour vous soutenir et pour vous aider en cas de besoin. Et je vous souhaite bonne chance. Également, nouvelle du pays, l'Agence nationale de la promotion des investissements, l'ANPI, dépendant du ministère auprès de la présidence, chargée des investissements en partenariat avec la Chambre de commerce de Djibouti, a organisé hier un forum d'affaires et d'investissement Djibouti-Japon au Palais du Peuple. Était présent lors de ce forum une forte délégation conduite par l'ambassadeur de Djibouti au Japon, qui séjournera à Djibouti pendant 3 jours pour visiter les différents points stratégiques. Les objectifs de cette visite de la délégation japonaise est de poursuivre leur travail d'investissement davantage et d'y participer au développement économique de la République de Djibouti, qui se voit opportuniste, et les responsables de différents ministères ainsi que d'autres partenaires. Pendant leur séjour à Djibouti, les investisseurs japonais conduits par l'ambassadeur Ahmed Araita et les responsables du ministère auprès de la présidence chargée des investissements vont aborder des sujets importants concernant essentiellement l'investissement. Rappelons que les membres de la délégation sont des hommes d'affaires ainsi que des responsables des grandes entreprises privées du Japon. À Nairobi, lors du sommet aux côtés du Premier ministre Abe, afin de mettre en relief en quelque sorte la coopération entre le Japon et Djibouti, qui est excellente, qui se consolide, qui avance d'année en année. Nous avons ce qu'on appelle l'aide au développement qui n'a jamais tari de la part du Japon envers Djibouti, mais le développement durable n'est possible qu'à travers le secteur privé, c'est-à-dire l'investissement. Et le directeur de l'ANPI a indiqué pour sa part que ce forum d'affaires Djibouti-Japon, réunissant dans notre pays au Palais du Peuple durant 3 jours les investisseurs japonais et nos hommes d'affaires, est une suite logique ou fait suite au dernier sommet djibouto-japonais de la TICA qui a eu lieu à Nairobi au Kenya en présence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Objectif majeur de ce forum, expliquer et débattre avec les investisseurs et hommes d'affaires japonais sur les potentialités de Djibouti dans les domaines tels que le tourisme, l'import-export, le transport maritime, aéroportuaire et ferroviaire. Au menu également, durant ce forum de 3 jours, une visite de la délégation japonaise dans différentes infrastructures de notre pays. Et en fin de matinée, les investisseurs japonais ont visité les différentes zones portuaires. Ainsi, ils ont pu apprécier la qualité des services proposés par les entités portuaires de notre pays, tels que le déchargement et chargement des marchandises, ainsi que les autres produits acheminés par navire accostant au quai de nos ports. Les responsables du port et les techniciens qualifiés ont expliqué les différentes prestations proposées aux clients, ainsi que les sociétés étrangères de la place. Poursuivant leur périple à travers nos infrastructures portuaires, où la délégation japonaise est enfin rendue à l'enceinte de le Djibouti Telecom, où ils ont réussi des explications détaillées sur les fonctionnements de cette société, ainsi que chaque cellule et entité composant les différents centres techniques de cette société de télécommunications, et ont été disséqués de long en large, tels que les serveurs des TIC ou encore le serveur GSM. À leur arrivée, ils ont été accueillis par les responsables techniques et commerciaux de Djibouti Telecom, et durant la visite de cette infrastructure, ils ont reçu les explications nécessaires quant au fonctionnement de cette société, non seulement dans le pays, mais également à travers toute la région de la Corne de l'Afrique.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Mahmoud Abbas se dit prêt à rencontrer Benjamin Netanyahu alors qu'il recevait son homologue allemand à Ramallah. Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé vouloir profiter de la visite de Donald Trump fin mai pour rencontrer Benjamin Netanyahu. Une annonce majeure dans le processus de paix israélo-palestinien au point mort depuis 3 ans. Les deux dirigeants ne se sont pas rencontrés depuis 2010. Le président américain Donald Trump a accepté notre invitation et nous attendons sa visite à Bethléem. Nous avons insisté sur le fait que nous sommes prêts à collaborer avec lui et à rencontrer le Premier ministre israélien sous son parrainage pour construire la paix, a déclaré Mahmoud Abbas. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'en est tenu au consensus défendu par la communauté internationale. Ceux qui connaissent la région savent qu'il est devenu urgent de mettre en œuvre les propositions de la solution à 2 États. De notre point de vue, il n'y a aucune autre solution négociable, a rappelé Steinmeier lors de la conférence de presse conjointe. Le président allemand, dont la fonction est avant tout symbolique, avait la veille visité l'ONG Givat Haviva en Cisjordanie, où l'occupation par Israël marque en 2017 son 50e anniversaire. Et enfin, Donald Trump limoge le directeur du FBI, James Comey. La Maison-Blanche l'a annoncé hier par courrier à l'intéressé. Dans cette lettre, l'administration Trump estime que James Comey n'est plus apte à diriger le Bureau fédéral d'investigation. Un message lapidaire adressé à celui qui dirigeait jusqu'ici l'enquête sur les liens éventuels entre son équipe de campagne et la Russie. Mais officiellement, c'est pour la façon dont il a géré le dossier des emails d'Hillary Clinton que James Comey a été licencié. Les tentatives présumées d'ingérence de Moscou dans le processus électoral américain font l'objet de plusieurs investigations de la part du FBI, mais aussi de l'agence de surveillance des communications, la NSA, et d'une commission sénatoriale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous. Nous allons retrouver le focus de l'après-midi dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Merci à vous de nous rejoindre pour ce focus avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Donc nous allons parler de ces 300 migrants qui tentent de forcer la frontière à Melilla. Effectivement, donc Ahmed, plus de 300 migrants ont tenté hier de forcer conjointement la frontière de Melilla, frontière, rappelons-le, dans l'enclave espagnole, avec le territoire marocain, un point de départ donc de 110 hommes qui seraient donc parvenus à franchir cette frontière de clôture de plus de 6 mètres de haut et équipés donc de barbelés. 3 gardes ont été donc blessés légèrement par ces heurts ainsi que 3 autres migrants. Ce genre d'événement, Ahmed, est relativement donc au courant dans cette île. En janvier dernier, plus de 1000 migrants avaient donc tenté d'entrer dans l'enclave espagnole, mais la plupart auraient donc été expulsés vers le Maroc. Et nous allons parler également de cette coopération en termes militaires entre Washington et les Kurdes de Syrie. Washington qui va armer ces derniers au risque d'exaspérer la Turquie. Effectivement, donc l'administration Trump a décidé donc d'armer les Turcs kurdes en Syrie pour accélérer le combat entre soi-disant l'État islamique au risque de provoquer, comme vous me le disiez, donc la tracasser donc la Turquie qui les considère comme des ennemis à moins d'une semaine d'une visite du président turc Recep Tayyip Erdogan le 16 mai prochain à Washington, donc qui constitue un tournant majeur pour l'administration américaine. Celle-ci donc s'était jusqu'à présent toujours refusée à aller contre l'avis de la Turquie, membre de l'OTAN et allié stratégique des États-Unis, qui considère les Kurdes comme la branche syrienne séparatiste donc de Kurdes de Turquie et du Parti des travailleurs, le PKK. Mais l'administration Trump a décidé donc finalement de valider le diagnostic posé depuis des mois par le Pentagone. Pour des militaires américains, les milices kurdes et leurs alliés arabes sont les seules forces en Syrie capables de mener rapidement donc l'assaut contre Raqqa et de porter un coup décisif au groupe État islamique. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un agréable après-midi avec la suite de nos programmes télévisés.